Le fruit de diverses expérimentations aussi un peu avec les élèves en classe lorsque j'étais enseignant, et puis dernièrement, l'année dernière plus exactement, lors d'un projet Batangine où j'ai coaché un peu un petit groupe pour voir ce qu'ils étaient capables de découvrir tout seuls autour de ces différentes modélisations dont on parlera tout à l'heure. Bon, je ne vais pas faire l'histoire du jonglage, mais vous avez une image qui est assez classique dans le monde du jonglage maintenant, c'est la plus vieille image que l'on ait, de plus vieille représentation que l'on ait de jongleuses. Oui, je dis jongleuses, parce que je sais quand même que ce sont des femmes. Alors évidemment, bon, les Égyptiens avaient inventé, vous le savez tous maintenant, le Wi-Fi, mais de gifs animés, donc il y a quand même peu de doute qu'elles sont en train de jongler. On ne sait pas exactement comment elles jonglaient. Mais bon, voilà. On trouve aussi des images similaires, peut-être un peu plus récentes, mais très anciennes en Chine et un peu partout dans le monde. Donc commençons. On a Harry qui est là pour faire des démonstrations. Moi, je suis jongleur amateur, on va dire. Mais Harry, vous avez compris, est un professionnel. Et donc, on va commencer par la première question, sa définition au début du cours, c'est quoi? Qu'est-ce que jongler? Donc, Harry, si tu veux bien nous montrer, parce que moi, je sais faire à peu près ce que le petit robot fait, là. Mais donc, avec 3 balles, c'est souvent ce à quoi on pense quand on dit jongler. En tout cas, lorsqu'on veut commencer, ça commence à 3 balles. Est-ce que tu sais faire ce que fait ce monsieur? Après, souvent on se dit, bon, tu sais jongler à 3 balles, mais alors on se dit que la difficulté d'après, c'est jongler à 4 balles. Est-ce que tu sais jongler à 4 balles? Et après, la suite, c'est est-ce que c'est jongler à 5 balles, etc. Alors, vous pouvez déjà essayer d'observer, est-ce que c'est pareil, est-ce qu'on voit des petites différences? Merci, Harry. 5 balles. Là, c'est un autre niveau. Hein. Autant, pour info, si vous voulez apprendre à jongler à 3 balles, une bonne après-midi, en tout cas avec des jeunes. J'espère que vous applaudirez quand je ferai une démonstration de maths aussi. Si on veut apprendre à des jeunes à jongler, je pense que tu l'as fait, Harry, en une demi-journée ou 2 après-midi, on arrive à apprendre à jongler à 3 balles. Pour 4 balles, il faut quand même plusieurs, on va dire, semaines. Et 5 balles, là, c'est des mois d'entraînement pour bien y arriver. Et à ce niveau-là, c'est de l'expertise. Donc ça, c'était ce qu'on appelle les jonglages réguliers. Est-ce que tu peux nous montrer d'autres figures de jonglage que tu apprécies, que tu sais faire? Avec 3 balles, avec 4 balles, comme tu le sens. Ça, vous n'avez pas échappé, vous saviez, je pense tous que le jonglage était un art, c'est pas seulement un sport, un loisir. On voit souvent des activités de jonglage dans les circuits. Et tout ça qu'avec 3 balles, si vous me disiez, bah, moi je sais jongler avec 3 balles, oui, mais il fait des choses bizarres avec 3 balles. Et avec 4 balles, si tu veux nous en montrer d'autres. Donc il y a aussi toute la technique du lancer. Ah oui, alors au jonglage, les balles elles tombent. Évidemment, les professionnels, ils n'aiment pas quand ça tombe. Avec moi, ça tombe très souvent. Et puis, tu peux peut-être nous montrer des choses, je vais vous montrer des choses bizarres, déjà des millisemates. Toujours avec 3 balles. Et ça, pour un matheux, en fait, c'est à peu près pareil que jongler. Il va falloir qu'on cadre un petit peu ce que nous, on va pouvoir regarder. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, il y a des figures qui sont régulières, il y en a qui demandent elles demandent toutes de l'adresse, mais les lancer dans le dos, par exemple, nous, on va pas, moi, je ne vais pas m'y intéresser, ou les lancer croisés, on en reparlera. On va essayer de trouver un cadre où on puisse trouver une modélisation qui soit assez simple. Donc voilà les questions qu'on peut se poser. Déjà, comment décrire, puis modéliser différentes figures de jonglage comme celles qu'on a vues, en tout cas certaines qu'on a vues là. Vous avez pu voir que les balles ne vont pas toujours à la même hauteur, donc pourquoi est-ce qu'elles vont à des hauteurs différentes? Vous avez pu voir que sur le jonglage à 3 balles, c'était à hauteur
des yeux à peu près, puis peu à peu ça montait. Et puis une question d'algorithmique ou de mathématiques, peut-on déterminer toutes les figures possibles, ou en tout cas dans un cadre raisonnable. Alors on recommence, on redescend sur les figures, on repasse à ce qu'on appelle dans le monde du jonglage la cascade à 3 balles, donc la figure de jonglage régulière. Comment modéliser ceci? Qu'est-ce qu'il faut observer comme, dans le mouvement que l'on voit là pour réussir par exemple à, vous avez entendu, j'étais un fan de GeoGebra, si je veux faire ça sur GeoGebra, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et souvent lorsqu'on pose la question aux élèves, tiens on va faire des maths autour du jonglage, l'idée qui leur vient c'est les trajectoires, on va faire des paraboles, Alors on peut parler de paraboles un peu, et vous voyez que ce qu'on voit dans le GIF animé c'est aussi le mouvement des mains qui ressort. Intuitivement, quand on ne sait pas jongler, on se dit qu'on envoie les balles les unes après les autres et puis on les rattrape, certes. Mais si on ne veut pas qu'elles se cognent, il faut quand même organiser un peu son mouvement. Et en fait, les mains du jongleur, ce n'est pas ce qu'on regarde le plus lorsqu'on est spectateur, mais elles font ce mouvement-là, qui est figuré sur le GIF animé. Donc c'est déjà une première analyse à avoir. Et là, c'est des lancers intérieurs. Peut-être, Harry, tu peux nous montrer, ça c'est des lancers intérieurs, tu peux nous montrer aussi peut-être des lancers extérieurs. On peut tourner dans l'autre sens. Intérieur et là, extérieur. Donc, nous, on va considérer qu'on s'intéresse qu'au lancer intérieur, mais on peut aussi faire dans l'autre sens, pouvoir mixer, et ça peut faire des effets intéressants. Et nous, on va considérer qu'on est dans ce cadre-là pour notre modèle. Merci. Bon, là, c'est à peu près pareil, je l'ai fait sur... Ah, tiens, ça bouge. Si on le met sur une courbe lissajou, là, en fait, finalement, oui, on voit un 8 lorsque les balles tournent, mais en fait, c'est un peu comme si elles tournaient, si on le déplie. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça vraiment. Une chose que je n'ai pas précisée, mais pour la modélisation, lorsque l'on jongle, les balles sont toujours dans un même plan. On peut penser, souvent les tennismen jonglent un peu comme ça en faisant passer une balle devant l'autre. En général, on jongle toujours dans un même plan devant. Tout est possible, hein. Je suis sûr que Paris, ils jonglent, on l'a vu. On se lance dans tous les sens maintenant. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est d'imaginer donc ce jongleur, mais de regarder par-dessus et regarder les balles. Alors, évidemment, elles vont de gauche à droite, mais regardez aussi les superpositions, lesquelles passent au-dessus ou en dessous des autres. Ça paraît, le GIF animé est normalement bien fait pour cela, c'est-à-dire que là, vous voyez la bleue qui passe au-dessus de la rouge, comme c'est le cas avec le jongleur, puis la rouge qui passe au-dessus de la verte, et la verte qui passe au-dessus de la bleue. Une façon de voir le mouvement, c'est de le décomposer dans le temps, et donc de prendre cette même vue de dessus et de la dérouler dans le temps, une image par delta t que l'on veut, et on obtient voilà, ceci. Là, on voit tous, une tresse. Alors, on peut s'interroger sur est-ce que c'est vraiment une tresse? Je le mets en version fixe. Donc, est-ce que par exemple, les dessus-dessous que l'on a quand on tresse sont effectivement respectés. Petite parenthèse, je vous ai parlé de maths engine, il y avait une jeune élève dans le groupe qui était en 6e, qui a compris cette histoire de tresse d'une manière à laquelle je n'avais pas pensé moi, c'est qu'elle ne savait pas jongler, et donc elle a tenté de jongler sur la table, en posant des balles, parce qu'elle a compris ce qui se passait. Et elle dit, là, je vais faire comme ça, oups, puis après l'autre elle va de l'autre côté, et en faisant les gestes à plat, elle a dit, mais c'est comme quand on fait les tresses. Alors, on peut faire une expérience que je ne ferai pas, j'ai déjà fait en public et je ne le referai plus, c'est d'attacher des cordes, vous voyez, des balles, alors, ce sont des balles de tennis, je ne voulais pas massacrer mes balles de jonglage, elles sont pleines je ne sais plus ce que j'ai mis dedans, des boulons, quelque chose pour bien rester, pour pouvoir continuer à jongler malgré le poids des cordes. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va faire une tresse, évidemment. Et là, vous avez une sur parole. Oui, ça fait effectivement une tresse. Après, vous pouvez imaginer la même... Donc, quand on jongle, évidemment, on n'a pas de ficelle, mais vous pouvez imaginer un jongleur qui jongle et qui avance, un peu à la même manière que les balles que vous voyez se dérouler dans le temps, qui avance, et on va voir des trajectoires, finalement, de balles comme ça. Et Christian Merkin me disait, oui, il y a un mathématicien, Henri Segerman, qui s'amuse à faire comme ça des trajectoires de tresses de jonglage en 3D. Alors j'ai eu une petite idée, je me suis dit, vu que c'est périodique, on peut s'intéresser à
cette tresse sur une période, et au lieu de répéter, on peut l'enrouler sur un cylindre pour joindre les deux bouts. J'ai eu cette idée-là à la plage, je ne sais pas pourquoi cette idée. Je me suis dit, forcément, je fais ça avec Jules et moi. Donc ça nous fait, du coup, vous voyez que chacune des trajectoires forme, une fois qu'on a bouclé, je vais dire un anneau, mais on est entre moitié, c'est une ellipse. Évidemment, je n'ai pas représenté l'histoire du dessus-dessous là sur le gif animé que vous voyez, mais si vous imaginez qu'on a bien le dessus-dessous qu'on avait sur la tresse à côté, ça vous fait en fait trois anneaux interloqués, ça c'est peut-être pas français, interloqués. Si c'est français, mais c'est pas que ça veut dire, voilà. Qui sont les fameux anneaux borroméens, où vous avez, comme on le voyait sur la tresse, le bleu qui est au-dessus du rouge, le rouge qui est au-dessus du vert, et le vert qui est au-dessus du bleu, une espèce de non-transitivité de la relation être au-dessus d'eux, là dans ces anneaux, ils sont tous au-dessus l'un de l'autre en quelque sorte. Et puis quand j'ai vu ça et que je me suis rappelé que c'était à Rennes, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre Alors, voilà pour différentes façons de voir ce simple jonglage à trois balles, avec différents angles. Maintenant, on passe aux choses sérieuses avec un mathématicien en noir et blanc, très sérieux, Claude Shannon, le père de la théorie de l'information. J'ai une autre photo de lui. Il a l'air un peu moins sérieux, toujours en costume cravate quand même, pour jongler avec ses massues. Et donc, il était jongleur. Il était mathématicien d'abord, mais jongleur à ses heures perdues, j'allais dire, mais enfin, il s'y est vraiment intéressé, et c'est lui qui a donné finalement le premier théorème mathématique sur le jonglage. Vous avez vu que la première image datait d'il y a 4000 ans, donc c'est une activité humaine qui est très ancienne, et c'est seulement avec Claude Shannon qu'on a eu vraiment des résultats mathématiques. Et c'est été publié environ en 1980, peut-être publié plus tard, mais en tout cas ça a été écrit en 1980. Là c'est une petite capture d'écran du début de l'article et puis de quelques images qu'il avait données lui. Alors vous voyez peut-être en haut à droite une tresse un petit peu schématisée, et on va travailler là-dessus pour voir ce théorème avec cette belle formule, c'est des vrais maths, il y a une formule. Le reste, enfin quelques diapos qui suivent sont en anglais. D'abord parce que le texte était en anglais, et puis il se trouve que je l'avais fait avec des élèves aussi en anglais, donc c'était pour vous montrer une partie qu'on peut faire avec des élèves, cette démonstration, ou plutôt une espèce de démonstration, on va dire, du théorème de Shannon, d'abord l'expliquer. Donc l'idée c'est d'utiliser cette tresse, qui est ici donc un peu schématisée, où il y a des angles, pour mieux repérer les différents temps, parce que Shannon il s'est intéressé au temps. Alors pourquoi il s'est intéressé à ça d'ailleurs? C'est parce qu'il était ingénieur, on va dire, il aimait construire des robots, et il a construit des automates, des robots qui jonglent. Et il fallait, j'imagine, pour ça qu'il comprenne bien comment ça marche, quel est le temps à respecter, etc. Donc, je ne traduis pas, je pense qu'il y a assez peu de mots en anglais, donc on s'intéresse au temps d'une période, marquée entre les deux pointillés, là. On repère que c'est bien une période, si vous regardez le trajectoire de la balle bleue, qui part de la main, disons, gauche, puis va à la main droite et revient à la main gauche. Si on veut mesurer le temps de cette période, il y a différents temps qui interviennent, et Shannon a considéré ces trois temps-là. Il y a un temps qui est assez naturel à considérer, c'est le temps de vol d'une balle, le temps qui passe pour aller d'une main à l'autre. D, c'est D comme dwell, c'est le temps qu'une balle reste dans la main, parce que quand on jongle, on a quand même l'impression que les balles ne restent pas dans les mains. Elles passent essentiellement l'essentiel de leur temps en l'air, mais donc il faut bien qu'elles arrivent dans la main et qu'on fasse un petit geste et qu'on la relance. Donc il y a ce temps que vous voyez, je vais essayer de mettre un pointeur. Hein. Là par exemple, ici la balle verte, elle reste dans la main. Et puis le temps qu'une main est vide, c'est-à-dire elle ne fait rien. Là par exemple ici, la main, si on dit que c'est la main gauche, elle ne fait rien, elle n'a pas de... elle attend. Okay, donc à partir de ça, on va compter le temps d'une période. On compte à droite, en considérant la balle, en regardant la balle bleue. Si on regarde la balle bleue, on peut décomposer ces quatre temps-là. Donc là, la balle elle vole, puis après elle est dans la main, donc c'est F, puis après elle est dans la main, donc c'est D, puis après elle vole de l'autre côté, donc encore un temps F, et puis elle se prépare à repartir dans la main, et donc D. Ouais, ça apparaît, ça c'est bien ça, je ne me suis pas trompé, FD, FD. Si on regarde de l'autre côté, non pas
concerne la main. Donc on regarde la main gauche, et bien au début, la main gauche, ici, elle ne fait rien, donc ça va être un E, puis après, elle a une balle, D, etc. Donc E, D, E, D, E, D. E, D, donc 3 fois, E plus D, 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que là, on pense à la généralisation, parce qu'il y a 3 balles. Ici, F plus D, 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a 2 balles. Il y en a qui suivent, c'est bien. Et donc, on a une égalité, 2 fois F plus D égale 3 fois E plus D, et ce qui nous donne l'égalité, en tout cas dans le cas 3 et 2, du théorème de Shannon. C'était pour, vous avez compris, 3 balles et 2 mains. Moi, ça me fait toujours sourire quand on décide de poser le nombre de mains comme un paramètre. C'est bien, il faut bien être un mathématicien pour faire ça. Mais quand même, c'est pas si fou. D'abord, on peut jongler à une main. On ne va pas le faire avec Harry, là, parce que moi, j'ai pas le niveau, mais on peut jongler aussi à 2 personnes, donc 4 mains, ou plus que 2 personnes, avec du passing. Donc, c'est pas forcément si bête de mettre le nombre de mains en paramètre. Bon, alors, ok, très bien, ce théorème, il existe, on admet que c'est vrai dans le cas général d'un jonglage dit régulier. Vous avez vu la tresse qui était bien régulière. On admet qu'on peut faire le même genre de tresse pour 4 balles, 5 balles, 1 balle, enfin des balles. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc, quelques petites activités algébriques qu'on peut faire avec les élèves. Donc, j'aime bien cette formulation en anglais, make F a subject of the equation, qui veut dire exprimer F en fonction de tout le reste. Les élèves disent, ouais, on écrit F égale, quoi. Voilà, c'est ça. F égale. Donc, on peut l'exprimer comme ça. Et puis, cette autre réécriture qui permet de mieux voir, par exemple, que F est une fonction croissante du nombre de balles, ce qu'on voyait bien ici, une fonction affine du nombre de balles. Donc déjà, on sent qu'il va falloir faire voler les balles de plus en plus longtemps en l'air si on veut jongler avec de plus en plus de balles. Effectivement, ça fait sens. Et la deuxième expression, pour voir que ça croît aussi avec E et avec D, c'est-à-dire que si on veut passer plus de temps à avoir les mains vides, il va falloir faire voler les balles plus longtemps. Pareil, si on veut avoir plus de temps avec ces balles dans les mains, il va falloir les faire voler plus longtemps. Ce qu'on peut en déduire, c'est... J'en vais le pointer, parce que ça va faire une balle de plus. Un petit quiz. Il y a combien de balles là? Il n'y en a pas un nombre extraordinaire non plus, extravagant. Mais malgré tout, vous voyez que c'est difficile quand même d'évaluer. Moi, régulièrement, je me dis, je ne sais pas. Bon, j'ai une version où je peux mettre pause, donc c'est plus facile. On voit bien qu'il y en a plus de 5, qu'il y en a moins de 10, mais bon, c'est plus facile avec des couleurs. Je crois que j'en ai mis 9. Et Harry et moi, en tout cas, on savait que c'était sûr qu'il y en avait un nombre impair, mais je pense que tout de suite qu'il y en avait 9. Il a reconnu 9 balles facile. Mais vous avez peut-être remarqué des choses que selon la parité du nombre de balles, le jonglage régulier n'est pas toujours le même. Et bon, là c'est un simulateur, je ne veux pas demander à Harry de jongler avec 9 balles, il y a assez peu de gens dans le monde qui savent jongler avec 9 balles. Vous voyez que le robot les lance assez bien. Donc, est-ce qu'on peut en déduire la hauteur des lancers? Donc, oui, on peut le faire avec l'aide peut-être de la loi de chute des cordes, ou même Galilée, ce qui savait devait suffire. On peut par exemple fixer des paramètres E et D. Je vais dire un peu au hasard aussi, parce que vous savez, en maths, on fait ça, on triche un peu, ça arrange bien les calculs, voilà. Mais c'est crédible comme temps à quart de seconde. C'est une expression qui est propre, ça, hein. Et donc, le théorème de Shannon nous a amené à cette égalité-là, sur le temps de vol des balles, mais le temps de vol, il répond à des lois de physique, la chute des corps, c'est le même temps pour monter et pour redescendre. Il y a eu un demi de GT2, je vais passer sous silence quelques simplifications, et on a ces deux égalités. Donc vous avez compris qu'on allait pouvoir exprimer H en fonction de V à partir de là. Je le fais pas pour les calculs. Et donc H, la hauteur à laquelle il faut lancer les balles, est une fonction croissante du nombre de balles, c'est une jolie parabole. Et je ne dirais pas comme les journalistes, on a une véritable croissance exponentielle. Mais ça va vite quand même. Peut-être Harry, tu peux nous montrer, alors, on ne va pas aller jusqu'à 11, je te rassure, mais nous montrer le début pour... voilà, on a fait ce modèle, on a fait quand même beaucoup de petits calculs avec une simplification.
lui montrer comment on joue à 3 balles déjà, pour voir si la hauteur de 3 balles, on sait que tu sais bien faire. Nous remontrer 3 balles, 4 balles, 5 balles, on vérifie si les hauteurs sont... C'était 3 balles. Donc, bon, sur le graphique, on lit à peu près 30-40 cm. Enfin, le calcul, oui, c'est en mètres, hein, l'accélérateur de départ. Pour 4 balles. Et nous, on lisait un peu moins d'un mètre, bah oui, on est ça. 5 balles lumineuses. Comment ça va être haut? Même si ça ne dure pas longtemps et que ça tombe, pour qu'on. Là, on annonce des hauteurs de 2 mètres. Ou peut-être un 3 balles humain, comme tu veux. Un flash 6 ou. Vous voyez quelques lancers à des hauteurs 6, ça nous servira aussi pour plus tard. Et ça, en fait, l'objectif, c'est de faire ça dans les 2 mains. Waouh! Je vais arrêter les maths. Voilà. Bon, alors, le reste c'est difficile à vérifier, mais vous pouvez voir des vidéos de jongleurs fous qui cherchent à battre des records. C'est un peu une catégorie particulière, quoi. Celui qui jongle avec le plus de balles, le plus longtemps possible. Il y a différentes catégories. Est-ce qu'on rattrape toutes les balles à la fin ou pas? Bon. Mais en tout cas, ils trichent, j'allais dire. Non, ils trichent pas, mais ils essayent d'avoir un mouvement plus rapide des mains pour avoir les lancers moins haut les balles, parce que sinon ça devient très compliqué. Mais ils sont en général ils sont pas sur une scène comme ça, dans un gymnase avec une bonne hauteur sous plafond. C'est mieux qu'en extérieur avec le vent et le soleil en dessus. Alors maintenant on passe à une. J'ai rajouté ce petit dessin pour appuyer mon propos, pour une petite histoire je veux dire, personnelle. Moi j'ai commencé à jongler, j'ai découvert le jonglage à 3 balles de tennis, parce que je ne savais même pas que ça existait les balles de jonglage à l'époque. Quand j'étais en bas de sup, donc ça remonte maintenant. Et c'est un copain qui m'a dit, qui joue au tennis, il y avait des balles de tennis. Tu sais jongler, là, j'apprends à jongler en ce moment, c'est vachement sympa. Je lui ai dit, bah non, je sais pas comment on fait. Et il m'a fait un dessin, alors c'est pas le dessin original, mais il m'a fait en gros un dessin comme ça. Et c'est un peu tout ce qu'il avait, on n'avait pas de balle sous la main, donc comment transmettre l'information, comment décrire ce qu'on jongle. Donc je ne sais pas si vous vous y retrouvez dans ce schéma, il faut le lire de haut en bas. Donc en gros, tu commences avec 2 balles dans une main, il y a 3 balles, donc là, c'est des tiroirs, je peux en mettre au moins 2 dans une main. Donc tu commences avec 2 balles dans une main, et puis tu la lances, et puis avant qu'elle n'arrive, tu lances l'autre, et puis en gros après tu continues comme ça. Plus facile à dire qu'à faire. Et puis je me suis longtemps penché sur son dessin, mais je ne comprends pas à quel moment il faut leur envoyer l'autre. Et oui, donc vous avez vu que j'avais pas 20 ans et que donc, quand j'étais en bas dessus, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet. Sinon, c'est ça que j'aurais fait, regarder une vidéo sur YouTube. Donc ça soulève la question de comment. Là, c'était que pour le jonglage à 3 balles. Vous imaginez un dessin comme ça. Il y a des cordes artistiques, je veux dire, dans la chorégraphie, il y a aussi des techniques de notation. C'est pas facile de coder, de transmettre une information d'une activité, je veux dire, assez complexe comme celle-ci. Et là, c'est que pour le jonglage à 3 balles. Si je dois faire le même dessin pour expliquer les figures que Harry nous a montrées tout à l'heure, ça va prendre des pages et des pages et ça va pas être très vite. Donc une bonne vidéo, c'est peut-être mieux. Mais on est maintenant en 1985 et bizarrement, ça s'est passé, donc il n'y a toujours pas Internet, à 2 endroits différents dans le globe, en Angleterre et en Californie, 2 groupes indépendants d'étudiants matheux qui se sont penchés, qui sont arrivés à peu près à la même façon de noter, donc il y a quelque chose d'assez naturel finalement. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer l'un d'eux, qui j'étais en contact via Twitter, et j'ai eu l'occasion de venir à une de ses conférences, Colin Wright, ici présent. Pour les plus jeunes, vous voyez, on peut faire des mathématiques et être vivant. Donc voilà, c'est quelque chose de très récent. Donc quand on pense à Shannon qui a publié son article dans les années début 80, et puis là le monde était mûr, on va dire, pour trouver une notation mathématique qui s'appelle Sideswap, comme vous l'avez dans le titre. Donc on va réasseoir le cadre du modèle. On reprend notre idée de tresse. Vous voyez, je l'ai un peu simplifié, il n'y a plus les petits moments où on voit le temps dans la main. On va laisser tomber cette histoire-là pour le moment.
En gros, la balle va de la main gauche à la main droite. Donc, bon, je pense que vous avez compris. Alors, l'idée des différents points que vous voyez avant, là, c'est que ça va être les livres. À la fois, il y a la main gauche et la main droite, et puis après, il y a différents temps. Ça commence là, puis là, puis là. Donc, voici le cadre du modèle. Alors, peut-être Harry, on va avoir besoin de toi pour nous montrer des contre-exemples. Donc, on va se dire qu'on lance une balle à la fois, alternativement main gauche, main droite. On appelle ça un jonglage asynchrone. C'est bien normal, ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais il existe un jonglage synchrone. Tu peux nous faire un exemple avec 4 balles. Voilà, donc ça c'est possible, humainement possible, et ça se fait. Mais nous, on ne va pas considérer ce cas-là. On va rester dans le cadre de on est une machine. Tu peux nous faire le 4 balles asynchrone, du coup. Tu nous as déjà montré tout à l'heure. Voilà. D'ailleurs, les jongleurs préfèrent faire ça, c'est plus impressionnant que quand c'est synchrone, on comprend très bien ce qui se passe. 2 balles, puis 2 balles. Ouais. Là, ça paraissait plus compliqué. On va supposer que le rythme reste constant. C'est en général le cas, mais peut-être tu peux nous montrer une petite accélération à un moment ou un ralentissement, comme tu le sens, 4 balles. On peut jouer comme ça sur la hauteur et aussi sur le rythme auquel on lance les balles. Mais chaque jongleur a plutôt un rythme. Et on va supposer que les mains restent de leur côté. Oui, les mains restent de leur côté. Et peut-être qu'ils montrent un petit mix-mess ou quelque chose. Vous en avez vu un petit peu tout à l'heure, des figures où non, les mains ne sont pas. C'est une figure classique qui s'appelle mix-mess. Il y a d'autres versions. Donc non, pas ça, Harry. On arrête. On peut aussi jongler dans le dos, etc. On se met dans un cadre relativement simple. Hein, c'est ce qui se passe quand on fait des maths, on modélise, on se limiter à quelque chose de plus facile. Et donc le point rouge ici, vous voyez, donne le rythme, le tempo finalement auquel on va jongler. Donc main gauche, main droite, main gauche, vous le voyez. Et donc maintenant, on va pouvoir classer les lancers en fonction du temps de vol. Donc regardez, pensez au point lumineux. Donc on va un lancer qu'on va appeler 1. Il va passer de la main gauche à la main droite en un temps. Combien de temps ça dure? On s'en moque, mais là c'est un temps. Donc ça je sais faire. Le 2, vous voyez que la balle revient dans la même main. Ça. Je suis bon là sur la hauteur? Il met donc. Le 3, c'est celui que vous avez. Donc pourquoi 3? Parce qu'on part ici, 1 temps, 2 temps, 3 temps. Donc pensez au point rouge qui fait tic, tic, tic. 3, 4, etc. Donc le 3, c'est ici. 4, comme ça. 5, à peu près comme ça. Le 6, j'arrête. Voilà. Moi, ça tombe vite. Etc. Donc vous avez remarqué que les paires, forcément, ils restent dans la même main et que les impairs croisent. Une version un peu animée là avec le rond vert autour de la tête, c'est pour le rythme. Donc, c'est ça la technique du sideswap, c'est finalement on va pouvoir coder une figure juste en donnant des nombres. Donc c'est pour ça que il y a pas mal de matheux qui se sont penchés sur le langage. Et puis Harry va vous montrer quelques exemples de figures, mais on va peut-être commencer par quelque chose de tout bête, vérifier notre fameuse cascade à 3 balles. Donc on regarde la première main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un lancer 1, 2, 3, donc c'est un 3. Je vérifie, ouais, c'est 3. Celui d'après, 3. Celui d'après, 3, etc. Vous avez compris, c'est que des 3. Et donc évidemment, on ne va pas écrire 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. On va garder le motif sur une période. Ici, elle est particulièrement courte, donc 3. Donc ça, c'est jongler 3. Voilà, plus compliqué. Alors, pour communiquer avec un jongleur, avec Harry, on se connaît très très bien depuis midi. Je lui ai dit, on s'est eu au téléphone avant, je lui ai dit, tu sais jongler 5, 2, 4, 1. Et il m'a tout de suite compris. Et il m'a dit, 5, 2, 4, 1, non, je sais pas. Puis tu peux nous montrer 5, 2, 4, 1. Donc c'est pas son tour préféré, il ne le connaissait pas avant que je lui propose.
Alors combien il faut de balles, c'est pas évident, on vous dira après. On le laisse réfléchir. D'abord, tu commences par un 5. Après, il y a le 2. Après, le 4. Je crois que tu l'as bien rentré après. Je suis désolé d'avoir mis un peu en difficulté comme ça sur un langage que vous ne connaissez pas, mais c'est bien aussi que vous voyez qu'on peut communiquer même à distance. Il y a vraiment un transfert d'informations juste par ce code 5.2.4.1 et qu'il est capable de le comprendre. Ça demande évidemment un peu d'entraînement, si on n'a jamais jonglé. Mais... Alors, si j'ai fait ma tresse là, j'ai repéré les 5, 2, 4 et 1. Et je peux me demander, comme Harry, mais il faut combien de balles? Alors, sur ce schéma, ça se voit à peu près. On peut avoir des doutes, on peut comprendre. Donc, une façon de voir, c'est rappelez-vous que la tresse, c'était comme un déroulement des balles dans le temps. Donc si je m'arrête à un endroit là où j'ai une très noire, c'est comme si je faisais une photo à instantanée à ce moment-là, et je vois qu'il y a 3 balles. Et ça, à n'importe quel moment, on a exactement 3 balles. Donc c'est plus facile à colorier. Et je te demandais ce que ça donnait en frame, et maintenant tu l'as bien, tu nous l'as montré déjà, 5, 2, 4. Bon, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il y a beaucoup de nombres différents. Alors, peut-être que tu peux nous le remontrer, Harry, qu'on regarde les spectateurs essayent de repérer chacun des lancers. Je vais me rapprocher de toi. Il vous fait des 5 qui sont bien hauts et croisés. Hein, oui. Est-ce que vous voyez le 4? Il y a une seule balle qui fait 4. Moi, c'était la 5, et chez Harry, c'est la 4. Hein. Fait que rebondir dans la même main et les autres. Au fond, on voit bien que le 5, c'est le grand lancé croisé. Et j'ai pas vu le 1. Regarde. Vous voyez le 1? Oui. Presque, il n'a pas ça dans votre main. C'est un petit lancé très rapide horizontal. Et est-ce que vous voyez le 2? Le 2, vous ne le voyez pas. C'est pas le 2. Le 2, en fait, je vous ai dit, ça j'arrive à jongler, le 2 c'est comme ça. Sauf qu'en fait, en pratique, le 2 on ne le fait pas. On va s'amuser à faire ça, sauf si. Donc, le 2, en fait, il se traduira par c'est un temps où la balle reste dans la main. Donc il ne se voit pas vraiment, il se sent pour le jongleur, il va avoir plus de temps avec la balle dans la main. Merci. Donc voilà, c'était un exemple pour y aller progressivement sur le 5, 2, 4, 1, et après, d'autres figures de jonglage. Donc tu as toute une punition d'exercice, là, le 5, 3, 1, le 4, 4, 1. Alors, ceux-là, moi je savais à peu près faire, mais c'est Harry qui m'a dit sinon, moi j'aime bien le 6, 3, 1, 6, 1, 3, 1. Tu nous montres 5, 3, 1? Essayez, vous, de repérer les différents lancers. Donc le 5, c'est le grand lancer croisé, le 3, c'est le petit lancer croisé, et donc le 1, la balle qui zappe. 4, 4, 1. 4, 4, 1, je vais m'approcher avec le micro, parce que moi j'aime bien le bruit que ça fait 4, 4, 1. Un cheval au galop, mais je ne suis pas trop sûr de et le 6, 3, 1, 6, 1, 3, 1. Encore une fois, si on doit décrire un tel jonglage, 5, 3, 4, 7, 3, 3, comme tu le sens. 5, 3, 4. Ajoute une balle, on ne sait pas pourquoi, 5, 3, 4, il faut qu'il rajoute une balle. S'il repère les 4 qui restent. Ou autre chose, là c'est. Fais-toi plaisir. Fais-nous plaisir.
par 7. Donc le lancer 7 qui fait le très haut, là, évidemment, c'est la hauteur qu'on utilise si on voulait jongler à cette balle régulièrement. Bon, je vais essayer de mouiller un petit peu la chemise aussi. J'ai déjà commencé à mettre une balle par terre. Moi, j'avais entendu dire le jonglage à 4 balles, en fait, c'est facile. Il suffit de jongler à 2 balles dans une main. Donc moi, je savais jongler à 2 balles dans la main droite, en tout cas. Voilà. Et on dit, il faut que tu fasses pareil avec la main gauche. Enfin, je suis droitier, donc vous avez deviné. C'est plus dur. Et puis après, voilà, je fais les deux en même temps. Okay. Donc encore une fois, ça demande un peu d'entraînement quand même. Et j'étais frustré, et souvent les gens, quand ils réalisent que le jonglage à 4 balles, ça ne croise pas, ils disent, ouais, c'est de la triche, j'ai compris ce que tu faisais là. Donc je voulais voir si, je me suis dit, il y a quand même bien moyen de croiser quand même quelque part. Donc je suis parti de ce schéma sous forme de tresse, si on veut. Et vous voyez que le pointillé bleu, je me suis dit, bon, mais celle-là, j'ai envie de la faire, au lieu de l'envoyer dans la même main, de la faire passer de l'autre côté. Donc mettons que je l'envoie de l'autre côté, un grand lancer croisé, vous avez reconnu quel lancer c'était celui-là 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Je décide de faire un 5 pour la balancer de l'autre côté. Alors, évidemment, les couleurs ne sont pas bonnes, la balle bleue doit rester bleue après, et évidemment, on a un problème ici, c'est que c'est une des conditions, je n'ai pas annoncé tout à l'heure, on n'est pas capable, on veut dire qu'on n'est pas capable de recevoir 2 balles en même temps, dans la même main. Donc, là, on a un problème. Donc, pour résoudre ce problème, ça veut dire qu'il faut revenir un petit peu dans le temps, la balle qui a été lancée là, il ne faut pas que je l'envoie là, il faut que je l'envoie ailleurs, et oh, miracle, il y a justement une place disponible ici. Donc ça veut dire, je croise comme ça, et là j'ai recolorié les balles parce que je ne change pas de couleur, donc ça donnerait quelque chose comme ça. Et donc là, le matheux est très content, en théorie, c'est possible. Il n'y a plus qu'à essayer de le faire, et je suis content, j'ai inventé un nouveau tour sur le papier. Et vous avez vu que le nom c'était SideSwap, le nom de la notation, et là vous pouvez comprendre pourquoi. On a échangé 2 sites, finalement, les 2 points d'arrivée qui étaient respectivement de la balle bleue et de la balle verte, deviennent les points d'arrivée de la balle verte et de la balle bleue, et on a donc un nouveau tour. Donc l'idée c'est qu'on avait 4, 4, 4, 4, 4, une suite de 4 qui se répète, et il y a 2 4 que j'ai changé, si vous revoyez, c'était un lancer 4 bleu et un lancer 4 vert, qui sont devenus finalement un 5, et l'autre je ne l'ai pas dit, mais c'est un lancer croisé mais petit, 3, 1, 2, 3. Donc ça s'est transformé en 5-3 à la place, avec un code couleur. Peut-être tu peux nous montrer cette opération mieux que moi. J'avais pas vu le faire, il le fera bien mieux que moi. Donc là, ils jonglent à 4 réguliers, puis tout de suite, il va faire un changement. Vous avez vu sûrement le croisé haut, plus dur de voir le croisé bas, le 3. Et alors après, si tu es capable de faire ça, normalement tu dois être capable de jongler 5-3 tout le temps. 5-3, 5-3, 5-3, 5-3. C'était 4. Voilà, c'est que des 5 et des 3. Au ralenti ou sur la lune, ça donne. Ça, moi je rêve d'aller sur la lune, ça doit être beaucoup plus facile de jongler. Là il le fait, mais avec des lancers extérieurs, vous voyez, ça ressemble à ce qu'on appelle, je crois, la demi-douche. Un petit peu. Parce qu'il persiste. Un peu comme en chimie, il persiste aussi le vocabulaire ancien de figures qui avaient des noms qui représentaient un peu la figure pour la demi-douche. Bon, et vous remarquez, on fait des maths, vous avez vu, une addition, là. 4 plus 4 égale 5 plus 3. On peut être frustré que oui, il y a un croisé haut et un croisé bas, un 5 puis un 3. Oui, mais est-ce que je ne peux pas forcer un peu le passage et faire 2 croisés 5, 2 grands croisés qu'on voit bien? C'était un peu vexant de ne pas bien voir le deuxième croisé. Donc je refais mon coloriage. Ici, j'ai un autre. Voilà, là, je remets les couleurs comme il faut. Mais ici, j'ai un nouveau problème, c'est que normalement, c'était la rouge qui arrivait là. Donc, ici, je vais pouvoir colorier le... Ben, c'est bon, c'est colorié en bleu, pardon, mais ici, on a un problème avec la rouge. Donc, que faire avec la rouge, sachant qu'on a quand même tous ces emplacements-là qui sont disponibles. Il suffit de décaler un peu la rouge. De décaler un peu la rouge, ça veut dire, ici, hop, faire un petit temps d'arrêt, on va dire un petit 2. Vous avez compris que le petit 2, c'était... On la garde dans la main, finalement, un peu plus longtemps. Et tout rentre dans l'ordre.
Donc, encore une fois, en théorie, c'est possible de faire 2, 3, 0. On a remplacé 4, 4 cette fois-ci par 5, 5, 2. 5, 5, 2. Donc ça a été découvert par les matheux en Californie et en Angleterre. En tout cas, Colin Wright m'a raconté cet épisode-là. Tu peux nous montrer peut-être pareil, le 4, 4, 4, puis tu insères un 5, 5, 2. Hop. Et puis les deux échanges hauts. Là, il jongle à 4 et vous voyez qu'il reprend sur le même rythme à 4 normalement, comme s'il de rien n'était. Et est-ce que tu peux nous montrer maintenant que du 5, 5, 2? Là, encore une fois, vous ne voyez pas le 2, vous voyez donc que des 5. Donc là, il fait que des grands lancers croisés. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un petit robot qui le fait au ralenti. Ah, il marque le temps, le 2, en claquant sur la et à la balle. Finalement, c'est que un lancer avec des 5 balles, un peu comme si on jonglait avec 5 balles, sauf que ce n'est pas le même rythme qu'avec 5 balles. Et en particulier, si, bien qu'il y ait gauche-droite, comme toujours, à cause du 2, on le ressent plutôt comme un gauche-gauche, droite-droite, gauche-gauche, droite-droite. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le ressent. Bref, on a vu 5-3 avec 5 plus 3 égale 4 plus 4. On a remplacé maintenant 3-4 par 5-5-2. Et là, on s'est dit, bah, il y a, avec le temps total est le même, là on s'est dit, il y a peut-être un motif, 5-3, 5-5-2, 5-5-5-1, 5-5-5-0, ne demandez pas le moins 1, mais donc c'est possible ça, 5-5-5-1? Eh bien oui, c'est possible. Alors, je te laisse me montrer 5-5-5-1, qu'on ne les voit pas tous en même temps. C'est très difficile. New Trick prend tout son sens, parce que Colin Wright me disait que quand ils ont découvert ce tour-là de jonglage par les maths, en trouvant leur notation et en repérant un motif ou un pattern, comme on dit chez les anglo-saxons, ils se sont dit, bon, bah, on doit pouvoir le jongler, a priori. Et personne ne savait jongler ça. Il me disait, la première convention de jonglage où je me suis retrouvé après, tout le monde voulait voir 5-5-5-1. Comment il fait 5-5-5? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce nouveau tour de jonglage que eux ils appelaient 5-5-5-1? Et après 5-5-5-0, celui-là, je pense, était connu depuis plus longtemps. Où là, il y a 4-5 et c'est en fait 5-5-5. Tu sais faire le 5-5-5-0? Je sais tout faire. Tu veux bien nous montrer? Une façon plus simple de décrire le 5-5-5-5-0. Là maintenant, les zéros, il les claque dans les doigts quand il a le temps. Parce que 5-5-5-5-0, c'est comme jongler avec 5 balles. C'est la façon simple de le dire, c'est comme jongler avec 5 balles, sauf qu'on n'a que 4 balles. Donc, mais c'est le même mouvement. Donc il y a une balle invisible en quelque sorte, qui est le moment où il y a un 0, et où quand on a bien son rythme, on sait claquer des doigts, on peut claquer le 0. Voilà. Donc ça je le dis. Alors, quelques autres figures qu'on ne va pas toutes demander à Harry. Alors, je vais faire la blague. Est-ce que tu sais bon, jongler 6-4, c'est pas facile. Donc, 6-4. On a deux nombres pairs. Donc, vous voyez ce qui se passe. Il y a 5 balles. Et donc, il y a une main qui fait que des 3 dans une main. Que des 3, pardon, que des 6. 3 balles qui tournent dans une main et 2 balles qui tournent dans une autre main de manière indépendante. Tout ça, évidemment, en rythme sans s'attendre.
Après, je dis, et tu sais faire 201, enfin 201. Là, il y a un petit temps d'arrêt. 201. Attention, devant vos yeux ébahis, vous allez voir Harry qui découvre 201. C'est bien ça. Donc, c'est quand même un spectacle qu'on a fait pas forcément là. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on peut s'amuser comme ça à faire des suites d'entiers consécutifs. Ça ne se ressent pas forcément clairement sur la figure de jonglage. Tu sais faire 2, 3, 4, 5, 6, si tu veux. Merci. J'aurais dû mettre jusqu'à 8. Hein. Ah non, ça ne marche pas. Merci. Donc on verra que si on veut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas possible, mais qu'on peut faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais je te le demande. Alors, on revient à cette histoire. Merci beaucoup Harry pour toutes ces démos. L'échange de sites, SiteSwap en anglais. Donc ce qu'on a vu sur quelques exemples, c'est que, maintenant j'ai pris une autre façon de représenter les choses. La tresse qui était verticale avec le temps en zigzag devient maintenant un axe horizontal. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que ça c'est le temps 0, puis le temps 1, le temps 2, le temps 3, etc. Je ne m'intéresse plus vraiment à qui est la main gauche, qui est la main droite, mais en vérité ce serait main gauche, main droite, main gauche, main droite, ou le contraire, peu importe. Et donc ça veut dire je fais le petit a ici, je fais un lancer 3 de cette lancer 3. C'est A, par exemple 3, 5, ici en l'occurrence c'est plutôt 1, 2, 3, 4 visiblement. Et puis là je fais un autre lancer qui va être 5 sur ma figure. Et donc on peut échanger les sites d'arrivée et continuer la figure de jonglage comme elle était avant. On parle d'une figure jonglable et on peut obtenir une nouvelle figure jonglable. Vous l'avez vu sur quelques exemples tout à l'heure en partant du 4-4. Donc c'est ça le SiteSwap. On peut utiliser, alors par contre, il faut utiliser ça, au lieu de AB maintenant, c'est quoi? Si on veut essayer de mettre quelques lettres, ici le lancer qui est ici, finalement c'est comme le lancer B qu'on avait avant, sauf qu'il y a un temps de plus, donc c'est B plus 1, et l'autre c'est A moins 1. Donc on a transformé, j'ai mis des parenthèses comme un couple ici, mais AB est devenu finalement B plus 1, A moins 1. Donc on a une opération, une application sur les couples d'entiers naturels. Je vais dire non nul, non, ils peuvent être nuls. Il ne vaut mieux pas que A soit nul, parce que sinon quand on se retrouve avec des moins 1. Voilà. Ah non, c'est écrit. Donc on a cette transformation. Bon. On pourrait d'ailleurs généraliser, parce que là c'est juste avec 2 lancers consécutifs, on pourrait d'ailleurs généraliser avec 2 lancers qui ont un certain temps T d'écart entre les deux, mais restons simples. Exercice d'application. Donc si on applique ça sur 4-4, on l'a vu tout à l'heure. 5-3. 5-3. Si on l'applique à 3-4, 5-2. Et après, recherche d'antécédents. Si on transforme 5-1, c'est bien lui qui donne le 4. Et puis, je n'ai pas précisé, mais elle est évidemment involutive. Vous pouvez le vérifier évidemment par le calcul, mais si vous y pensez en termes d'échange de sites d'arrivée, si on rééchange après, on retombe sur le même SiteSwap qu'avant. On va utiliser ça pour essayer de démontrer un théorème. Alors l'idée est la suivante. Donc on observe que la somme reste constante, A plus B est égal à B plus 1 plus A moins 1, ça va, et que l'écart se réduit de 2. Alors, une petite remarque, c'est toujours, là c'est A qui est le plus grand, A moins 1 va être plus grand ou égal à B plus 1, parce qu'en fait, on pourra en reparler, mais on ne peut pas avoir A qui est égal à B plus 1 en fait. Sinon il y aurait une collision. Et donc l'écart se réduit de 2. Donc voici l'idée. Je prends un SiteSwap dont je sais qu'il est jonglable. Je prends un exemple concret. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que si c'est pas un que nous a montré, c'était un de ses cousins. Donc 1, 2, 3, 4, 5, vous nous faites confiance, on peut le jongler. Je l'ai réécrit plusieurs fois pour voir le motif et choisir 2 entiers consécutifs ou prendre le plus grand, choisir le plus grand A suivi d'un nombre différent B. Donc ici, c'est 5 suivi d'un 1. Donc je vais isoler 5, 1. Et on applique la transformation à ce 5, 1. Je l'isole ici. 5, 1, on applique
ça nous donne 2, 4. Et maintenant, je reprends. Donc, j'ai ce nouveau motif, 4, 2, 4, 2, 3. Dans ce nouveau motif, je regarde encore quel est le plus grand nombre suivi d'un nombre différent B. Eh bien, on a un 4 de là et un 4 de là, peu importe lequel, celui-là très bien. Et on lui applique, et l'écart se réduit encore de 2, et on obtient maintenant deux nombres identiques, 3, 3. Il nous reste un autre 4, 2, on applique la transformation, et 3, 3, 3, 3, 3. Je l'ai fait 3 fois. Vous voyez qu'ici, on a juste manipulé des nombres entiers en plus, et finalement, ramener, simplifier ce jonglage qui paraît complexe, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas la même chose, mais en un sens, on a le même nombre de balles que lorsqu'on lance 3, 3, 3, 3, 3. Donc on en déduit par exemple que ça se jongle à 3 balles, ce qui n'était pas évident a priori. Et remarquez qu'on a fait que utiliser des chiffres et ces petites applications. Si j'avais dû utiliser ma 13 de tout à l'heure, c'était possible, je me suis amusé à le faire, mais c'est un peu pénible. Ouais, je passe lui de l'autre côté, lui il faut que je change de couleur, etc. Donc on a quand même gagné en ne communiquant l'information que par ces suites de nombres. Et donc, comme je l'ai légèrement suggéré, en un nombre fini d'étapes, on s'est ramené à un side swap qui est lui encore jonglable, qui a le même nombre de balles, et pourtant la somme n'a pas changé. Donc le 3, 3, 3, le 3 qui arrive là à la fin, c'est en fait la moyenne de 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous fait un théorème pour tout side swap jonglable. La moyenne des nombres est égale au nombre B de balles nécessaires. Donc quand Harry tout à l'heure a pris un petit temps d'arrêt pour, je ne sais plus si c'était 5, 2, 4, 1 ou lequel, il a réfléchi pour savoir combien il fallait de balles. Je pense que discrètement, il a fait un petit calcul de moyenne dans sa tête. Donc 4, 4, 1, si vous ne savez pas le jongler, déjà la première chose à faire, c'est combien je prends de balles, 4 plus 4 plus 1. Donc là, avec vous, ça va vite. On dit par 3 balles. Et après, on réfléchit sur les différences. Mais c'est la première opération à faire. 5, 2, 4, 1, on l'a vu. 3 lancés aussi. 3 balles aussi. 5, 5, 2, Harry nous l'a montré, 4 balles, etc. Donc voilà un critère pour savoir combien il faut de balles pour jongler un side swap. Et après, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Ce qui nous donne un corollaire, parce qu'on pourrait se dire, mais on peut prendre n'importe quel nombre comme ça, à la suite, et puis ça fait une figure de jonglage, c'est marrant. Non, il y a donc une contrainte au moins, c'est que la moyenne des nombres soit entier. Mais ça ne suffit pas, et je vais vous donner quelques exemples, c'est la question naturelle. Donc il suffit de prendre des nombres dont la moyenne est entière pour faire un side swap. Donc, pris 3, 1, 1, 3, donc jusqu'ici tout va bien, mais si on veut continuer, il arrive. Le seul réel problème qui peut arriver, c'est 2 balles qui arrivent dans le même nombre. Plus généralement, là en fait, les 3 et le 1, ils sont à des positions, à 2 temps d'écart, et leur différence, c'est 2 aussi, donc ça nous dit que les 2 balles vont se rencontrer. Et pourtant, la moyenne est évidemment entière. Donc il n'est pas jonglable 3, 1, 3, mais en réarrangeant 3, 1, 3, 1, on pourrait d'ailleurs écrire juste 3, 1, lui est bien jonglable. Il laisse une petite piste sur un complété qui va arriver après. Je vous donne un autre exemple. 5, 4, 2, 1 n'est pas jonglable du tout, ça se passe très mal. On a une collision ici entre le 5 et le 4, et une collision entre le 2 et le 1, donc ça s'arrête très très vite. Mais on a vu que, si 5, 4, 2, 1, non, mais on a vu tout à l'heure, 5, 2, 4, 1, où là ça se passe bien. Donc vous devinez, il y a un théorème derrière que je ne vais pas démontrer, j'en suis bien incapable, mais qui dit que voilà, pour toute liste de nombres entiers naturels de moyenne entière, il existe une permutation de ces nombres qui forment un side swap jonglable. Et des jongleurs ont cherché à démontrer, un peu matheux quand même, ont cherché à démontrer ça, ils ont eu beaucoup de mal, c'était le fruit de longs échanges au début de listes de diffusion sur Internet, et ils ont fini par trouver un vieux théorème, mais qui datait des années 50, mais qui était purement sur de combinatoire et qui ne parlait pas du tout de langage, qui permettait de répondre à la question. Voilà, donc ça clôt cette partie-là de la présentation sur les side swaps, comment ça marche, et quelques théorèmes avec le théorème de Jonglage. Maintenant, les questions qu'on se pose, comment déterminer si un side swap est jonglable? On a quelques pistes, il faut dire que la moyenne soit un nombre entier, et on a vu que ça ne suffisait pas, donc est-ce qu'on peut lister tous les side swaps possibles? Éventuellement à l'aide d'un ordinateur. Et il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle The
Mathematics of Juggling, c'est Burkhard Polster, et dans son livre, en le lisant, j'ai trouvé ça, quelle horreur, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un beau graphe quand même, mais je ne voyais pas du tout, je ne comprenais pas. Donc, Burkhard Polster, pour ceux qui connaissent peut-être la chaîne Mathologger, il a une chaîne de diffusion des mathématiques où il montre des belles choses et il s'est intéressé en particulier aux mathématiques du jonglage. Donc je vais vous expliquer ce graphe de transition. Alors d'abord, vous voyez qu'il y a du code en binaire, c'est ça qu'il faut d'abord éclaircir. Là, on parle sur une toute autre modélisation que ce qu'on avait tout à l'heure. On s'intéresse en fait au temps d'arrivée des balles. Il y a des balles, on oublie les mains, la main gauche, la main droite, on oublie de combien de temps elles vont passer dans les mains. On sait juste qu'il y a des balles qui vont tomber. Et la question, c'est quand. Et quand une balle tombe, il faut la renvoyer. Donc, par exemple, je prends comme exemple, pour illustrer là, le 0, 1, 1, 0, 1. Donc 0, 1, 1, 0, 1, ça veut dire qu'au prochain temps, il y a 0 balle qui arrive. Voilà. Dans 2 temps, il y a une balle qui arrive. Là aussi, dans 3 temps, il y a une balle qui arrive. Après, il y a une balle qui arrive, et après, il y a une balle qui arrive. Okay, donc ça vous donne un peu le planning d'arrivée des balles. Là, il y a une petite animation qui est plus lente que ce que je pensais, je ne sais pas pourquoi. Alors ça va se décaler, les balles elles tombent, sauf qu'en fait, on va, du coup, on fait avancer le temps en même temps. La balle qui n'est pas arrivée, là on peut manger par la gauche, si vous voulez, le code binaire. Donc, ce qui était 0, 1, 1, 0, 1 ici, un temps après, il n'y a pas de balle qui est arrivée, donc on n'avait rien à faire, ça se transforme en 1, 1, 0, 1. Shift à gauche, on dit. Une animation correcte, ça aurait été un décalage comme ça, en diagonale et plus rapide. Merci. Bon, donc ça code l'état de planning d'arrivée des balles. Après, on va voir comment est-ce qu'on passe d'un état à un autre. Je reprends cet exemple de l'état dans lequel on est maintenant, 1, 1, 0, 1. On est dans l'état 1, 1, 0, 1, donc une balle arrive, c'est le gros 1 en rouge. Il faut en faire quelque chose. On va la lancer. Quel lancer peut-on faire? On peut tenter de faire un lancer 1, mais ça voudrait dire que du coup on aura une collision, parce qu'au temps 1, il y a une autre balle qui arrive. Donc non, on ne fait pas un 1. Ça, c'est pas possible. Donc vous devinez, je pense, la suite. On va par contre pouvoir faire un 2. Faire arriver là où on a un 0. Il n'y a pas de balle qui était prévue d'arriver, donc on n'aura a priori pas de collision. C'est le seul problème qui peut vraiment survenir. Collision dans la main, je parle en l'air, un accident peut toujours arriver. Et alors si on lance un 2, le 1 qui est en rouge prend cette position-là, et vous voyez qu'on obtient l'état 1, 1, 1, 0, 0. Ça va? Parce que je n'avais jamais tenté d'expliquer cette histoire. Le 3, pour la même raison que pour le 1, on ne peut pas le faire parce qu'il y a déjà une arrivée prévue. On est tour de contrôle là-dedans, désolé, vous ne pouvez pas arriver là. Mais vous pouvez arriver en 4, voire en 5. Si on arrive en 4, le 1 rouge, 5 c'est là, je ne vous ai pas suivi. Et en 5, on le met tout au bout. Voilà. Donc voilà comment on passe d'un état, on va commencer à coder les états, et comment on observe les lancers que l'on peut faire. Ça peut tout à fait se programmer. Là, j'ai fait ça avec mes petits yeux et mon petit cerveau, mais évidemment, c'est est-ce qu'il y a un 0 ou pas lorsqu'on fait le lancer N, dans un temps N. Et donc, pour retrouver le graphe qu'on avait là, on peut vérifier nos petits calculs à partir de cet état-là qui est encadré en rouge sur le graphe. Donc, on peut voir qu'on peut lancer un 2. Ça nous fait arriver dans l'état 1, 1, 1, 0. C'est bien ce qui est là. Je crois que j'ai déjà prévu de la couleur. Les 3 flèches sortantes, les 3 arêtes, c'est un graphe orienté. Donc les 3 arêtes sortantes de cet état-là, donc le 2, le 4 et le 5, et on ne s'est pas trompé, qui nous amène aux bons états que j'ai entourés en jaune. Donc une fois qu'on a ça, finalement, on a ce graphe de transition d'état, on note peu à peu les différents lancers qu'on peut faire. Quand je montre ça à Harry, ça ne lui parlait pas trop, mais peut-être que tu peux nous remontrer sur cet exemple, Harry, le 4-4-1 enchaîné avec des 3. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle l'état,
le jonglage à 3 balles, donc on a avec 3 balles. Donc là, on fait que les 3, il est là. Donc cet état-là, 1, 1, 1, 0, 0, c'est l'état de base. On est bien, montre-nous des 3 en boucle. Et vous voyez qu'après, dans cet état-là, on peut aussi faire 4, 4, 1, et on revient au même état. Là, il enchaîne 4, 4, 1, et il revient à 3. Okay. Donc si je veux inventer un tour de jonglage, alors je vais faire un seul coup, on va pas le refaire là. Là, par exemple, à partir de là, tu fais 4, 5, 3, 0, et puis... quoi, 4, 5, 3. Donc voilà, on peut imaginer ce qu'on veut en suivant, tant qu'on fait un cycle sur le graphe, ça vous fait une figure jonglable, et il n'y en a pas d'autres. Alors, il y a des applications pour ça. Là, je vais vous raconter une petite histoire un peu personnelle. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Avec 3 balles, je vais faire avec 2 balles. Pour l'anecdote, je me rappelle, c'était en surveillance active de baccalauréat. Donc je me suis dit, bon, 2 balles, ça va, je pense que je sais tout jongler avec 2 balles, c'est pas trop dur, ça devrait aller assez vite. Et l'idée, c'est de construire étape par étape, pas à pas, en fonction de la hauteur maximale qu'on s'autorise. Donc si on s'autorise que des lancers de hauteur 2, bon ben voilà, le lancer, là je peux même le changer au plus vite, le jonglage régulier à 2 balles, c'est ça. Alors je peux l'animer un petit peu, mais c'est ça. Ça va. Ah, merci. Maintenant, si je m'autorise un petit peu de fantaisie et je vais faire des lancers jusqu'à la hauteur 3, bah à partir de l'état 1, 0, donc là je ne sais plus si j'ajoute un 0, ouais, j'ajoute un 0 au bout, puisque je peux avoir des lancers de hauteur 3, je peux lancer le premier 1, et ça le fait arriver ici, et j'ai un nouvel état, 1, 0, 1. Le nombre d'états avec 2, 1 et 1, 0, je les ai écrits, vous voyez, 1, 0, 1. Et puis à partir de l'état 1, 0, 1, je peux encore lancer un 3. Et ça nous amène à l'état 0, 1, 1. Ah oui, finalement, il y a des choses possibles. Là, je suis en train de parler du jonglage des 2 balles. Et je lance un 3. Et après un autre, c'est ça? Et après un 0 qui, je vous rappelle, c'est on lance rien. Donc là, le 3-3-0, c'est le fameux jonglage où on fait comme si on jonglait avec 3 balles, mais on n'en a que 2. Et je peux claquer les doigts. Il faut dire que ça plus quelques figures comme ça. Après, il faut compléter toutes les arêtes possibles. On peut aussi lancer un 1 pour revenir là, etc. Bon, je ne sais pas, c'est pas la peine de montrer trop de figures à 2 balles, c'est pas... On a vu mieux, je crois que je vous ai vraiment montré la meilleure. Donc voilà, j'étais en train de construire mon graphe. Mon autre objectif, c'était que j'avais quand même l'impression que le graphe de Burkhardt-Polster était très, très enchevêtré, je voulais faire quelque chose de mieux. Donc voilà, si on voit jusqu'à hauteur 3, mon autre objectif, c'est d'aller jusqu'à la hauteur 5. Si maintenant je m'autorise, donc je vais les pas à pas, hauteur 4. Il y a des nouveaux états qui interviennent. Donc on doit, si on réfléchit en binaire, caser, on a toujours 2 balles, donc 2, 1, mais sur avec 4 bits. Donc on a ces nouveaux états-là, que je mets complètement au hasard sur l'image ici. Et on va essayer de trouver les différents lancers de transition pour aller à ces différents états. Alors, je ne vais pas tous les détailler, mais ça donne ceci. Ça commence à se complexifier. Alors, les couleurs correspondent au lancer. J'ai oublié de le dire, hein, tout ce qui est jaune, c'est un 0, l'orange. Donc, désolé pour nos amis daltoniens. Je sais que ça rend les choses un peu plus compliquées à visualiser, et ça allège un peu la figure. Bon, voilà, jusqu'ici tout va bien. On continue, on va jusqu'au lancer 5. Ah oui, je proposais des exemples. Non, on fera des exemples après. On passe à 5. Il y a tous ces états-là en plus. J'ai écrit un petit calcul. 2 parmi 5 moins 2 parmi 4, c'est ce qui existait déjà, donc on rajoute encore 4 états. On est toujours sur le lancer avec 2 balles, hein, jonglage à 2 balles. Et ça nous donne ceci. Et donc je suis arrivé à ça, je me dis, mais c'est quoi, c'est très compliqué, hein, tous ces lancers, tous ces jonglages possibles avec 2 balles. Donc faire tout ça, j'étais un peu surpris.
voire un peu dubitatif même. J'ai comparé avec le graphique qu'on a obtenu pour 3 balles. Donc, j'ai juste nettoyé. Je refais le même graphique pour 3 balles, en gardant le même code couleur. Et j'ai vu que c'était les mêmes, comme on dit. Bon, c'est pas les mêmes, mais c'est quand même. Donc là, vous avez à gauche le graphe qu'on a construit là par ensemble pour 2 balles et une hauteur maximale de 5. Et ici, le graphe équivalent, c'était le même que celui qu'avait fait Burkhardt et Polster, sauf qu'il a fait organiser autrement, mais c'est le même, pour 3 balles et une hauteur maximale de 5. Donc si on organise bien les états, donc je vous laisse pendant que je suis en train de chercher, jouer au jeu de cette différence. Donc ils se ressemblent quand même beaucoup, de loin. Si on regarde les états, évidemment, donc les codes binaires, c'est pas les mêmes, puisque ici, il n'y a que 2 balles, donc il y a 2 1 sur un 5 couplet. À droite, il y en a 3. Ils ne sont pas non plus tout à fait symétriques. Vous pouvez peut-être trouver le lien qu'il y a pour passer des états qui sont à gauche à ceux qui sont à droite. Parce qu'on sait bien que 2 parmi 3 et 3 parmi... Je leur fais. Que 2 parmi 5 et 3 parmi 5, c'est la même chose. On pourrait se dire, bah oui, parce que justement, si je remplace les 0 par des 1 et les 1 par des 0, en termes de dénombrement, ça me donne la même chose. Sauf que là, si on remplace, si je pars de celui-ci par exemple, je retourne tout, au sens les 1 deviennent des 0, les 0 deviennent des 1, là, je n'obtiens pas 1, 1, 1, 0, mais 0, 0, 1, 1, 1. C'est un peu la même chose, mais dans l'autre sens. Donc en fait, il faut retourner 2 fois en quelque sorte. Vous pouvez vérifier avec les autres états. Retourner au sens les 1 deviennent 0, les 0 deviennent 1, et le lire de droite à gauche. Donc ça, c'est pour les états. Et pour les lancer, ben, c'est peut-être plus facile à voir. Il y a aussi 2 inversions, en quelque sorte. Les couleurs, voilà, et le sens de la flèche. Les 0 sont devenus les jaunes, les 0 sont devenus des 5, les jaunes sont devenus des noirs, et réciproquement. Les oranges, des, je ne sais pas quelle couleur, marron, etc. Une animation toute illisible. Mais bon, je l'avais faite, alors je vous la montre quand même. Bon, pour essayer de voir cette idée de double inversion, à la fois sur les états et sur les... Donc, je n'ai pas encore lâché le mot, mais pour nous, les matheux, on parle de dualité. Donc, on a une dualité entre le jonglage à 2 balles et à 3 balles, lorsqu'on se borne à une hauteur limitée à 5, et ça se généralise. Alors, quelques exemples, Harry. Peux-tu nous illustrer la dualité dans le jonglage? Alors, on a peut-être vu, donc là, je vous ai... Voilà, 5, 5, 0, 0, 0, donc ça c'est avec 2 balles. Tu es parti avec 3 balles, peut-être que tu peux nous faire le 5, 5, 5, 5, je sais pas combien j'en ai dit, 0, 0 avec 3 balles. Là, un peu comme s'il jonglait. Il tentait de les claquer les 0. Ici, donc ça c'est la figure qu'on voit. Ici, on est parti de l'état stable. 5, 5, 5, 0, 0, le tour extérieur là. Et si on fait la même chose avec 2 balles, on tourne dans l'autre sens. Je peux nous montrer avec 2 balles, donc le 5, 5, 0, 0, 0. C'est impressionnant. Puisque tu as 2 balles, peut-être 4, 1, 1. Et 4, 4, 4, 1, je me rappelle celui où j'aimais bien le son, j'étais venu écouter les détails. Alors, ces 2 jonglages-là, ils se ressemblent un peu pour le jongleur en termes de ressenti, parce qu'il y a aussi 4 et 1 qui s'enchaînent. Et puis, 5, 1, 3, 0. C'est surtout pour vous montrer qu'il n'y a pas tellement de rapport. Donc il y a une dualité pour le mathématicien, mais si tu veux nous montrer 5, 1, 3, 0, je ne sais plus si tu l'avais celui-là, à 2 balles, 4, 1, 3, 0, pardon.
Oui, c'est un travail intellectuel aussi. Merci. Et 5, 2, 4, 1, si tu reprends une troisième balle, 5, 2, 4, 1, c'est celui que avec lequel je t'avais embêté tout à l'heure. Super. Donc, c'est pas forcément. Alors ça, c'est juste pour balancer un peu de vocabulaire mathématique. Ce sont des graphes à forte connexité. Parce que le graphe connexe, dans le cas d'un graphe qui n'est pas orienté, c'est relativement simple, hein, puis ça se voit au premier coup d'œil. Si un graphe est connexe ou pas, on a un seul morceau qui est bien attaché ensemble. Mais quand c'est orienté, c'est un peu plus compliqué. On peut avoir des notions plus ou moins fortes de connexité. Il peut être connexe au sens, il est connexe si on ne tient pas compte des flèches, mais si on tient compte de l'orientation, est-ce qu'il est vraiment connexe? Est-ce qu'on peut effectivement aller de n'importe quel état à n'importe quel autre état? Et si oui, est-ce qu'on peut aller de n'importe quel état à n'importe quel autre état dans les deux sens? Là, c'est le cas, donc ça demande à être vérifié. Et pour le vérifier, le plus simple, c'est de regarder par rapport à l'état de base. On peut aller de n'importe quel état à l'état de base et en revenir. Donc en passant par là, tous les chemins sont possibles. Cependant, il y a quelque chose d'intéressant qui est important pour les jongleurs, c'est la notion de figure excitée, qui nécessite un lancer de transition. Alors, Harry va nous en montrer, peut-être avec 3 balles. Vous voyez ici, là. Ici, il y a un petit cycle possible qui est 5, 1. 5, 1, 5, 1. Sauf que l'état de base, celui dans lequel on jongle quand on a 3 balles, c'est ici. Il faut quand même se connecter, arriver à cet état-là, faire une transition pour arriver à cet état-là, pour pouvoir jongler son 5. Donc les jongleurs, ils savent, Harry, il dit, ah, celui-là, il est excité, il faut que je rentre dedans avec un 4. J'ai vu le lancer de transition de 4 qui était fait avec la balle violette, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est voilà. À la fin, vous voyez le cycle 5-1 qui est un jonglage sympa à faire dans les mains, mais il faut rentrer dedans, hein, c'est comme ça qu'on le ressent. En partant du jonglage de base à 3 balles, on ne peut pas. Tu veux nous montrer d'autres proposés, donc 5-1 avec une étoile. Une étoile veut dire état excité. 4-5-0 qui est excité aussi, dans lequel on peut rentrer. Alors 4-5-0, alors, pendant que tu jongles, moi je réfléchis, je le cherche. 4, 5. Tu rentres avec un 4, ok. Tu fais le 4 ici. Le cycle recherché, c'est 4, 5, 0 ici. Est-ce que tu veux nous montrer pour finir d'autres figures avec un état excité? Je crois que tu m'en avais parlé, qui était un peu... Il y avait trop de nombres pour moi, je ne sais plus. Il fait un 5 et il rentre dans 7, 4, 1. Ok? Hop. Et reviens. C'est le jonglage à 4 balles régulier. Il fait un 5 croisé pour... Vous avez vu l'histoire. Donc évidemment, c'est important pour le jongleur, encore une fois. On ne peut pas jongler 7, 4, 1, 2, 0. Merci pour votre attention. C'est la fin, je vous ai fait un méga mix des images du diapo.